Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les pouvoirs de l'ambassadeur, c'est un grand mot. Alors l'idée c'est qu'en ce moment au cinéma, ainsi que par les fournisseurs de contenu multimédia, dont on donnera pas les marques ou les entités, en fait les super-héros sont à l'honneur grâce à leurs super-pouvoirs. Et si l'une des clés de réussite d'un projet de transition digitale reposait finalement sur un acteur tel que l'ambassadeur. C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce webinaire. Finalement, c'est quels seraient les super pouvoirs de cet acteur qui pourrait vite devenir indispensable dans vos projets de transition ou de conduite du changement. Alors, sur les 30 prochaines minutes environ, nous allons aborder ensemble quelques notions de change management, notamment face à la résistance au changement. Ce que l'on va voir également, c'est définir en quelques phrases ce qu'est un ambassadeur, afin d'identifier par la suite quels seront les rôles et missions de cet acteur qui comme on le disait à l'instant, est important. Puis enfin, nous verrons un panel d'outils à disposition des ambassadeurs. Certains sont clés en main, d'autres sont à co-construire avec l'équipe projet, mais et une conclusion bien sûr. Et finalement, hop, j'étais un peu vite, voilà. Donc ce webinaire s'inscrit dans comme une introduction finalement à un parcours de formation qui principalement se déroule sur site, dont une partie des descriptions se trouve sur la plateforme, on le verra tout à la fin. Puis les objectifs de nos 30 prochaines minutes sont donc de découvrir quelle est la place de l'ambassadeur dans un projet de transition digitale, et puis identifier finalement son périmètre d'intervention qui n'est pas toujours clair, ou en tout cas qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre ou à comprendre. Alors, donc, comme je disais, en introduction, on va aborder quelques notions simples de psychologie de comptoir, finalement, parce qu'elles sont nécessaires à la compréhension du besoin. Et donc, pour illustrer la situation, on va imaginer que un ensemble de collaborateurs utilisent une solution ou application que l'on va nommer A, et du jour au lendemain, ils apprennent que l'employeur remplace cette solution par une solution ou une application nommée B. Jusque-là, pas trop de difficultés. Alors, dans cette situation un peu brute là au départ, que peut-il bien se passer dans la tête des collaborateurs et finalement, est-ce que tel des moutons, ils vont s'adapter à ce changement qui leur est imposé? Alors, c'est là où on aborde on va appeler ça des phases psychologiques, même si on n'est pas psychologue, qui vont pas faciliter la tâche de l'équipe projet. Donc, la première consiste à finalement refuser et être dans une position de déni. Finalement, c'est comme si on entendait « ça marchait très bien avant, je ne vais pas réussir à utiliser ce nouvel outil ». La seconde, ce serait plutôt un rejet de la faute. Mais pourquoi ils font ça? Ça va coûter cher, de l'argent pour rien, ou bien ils n'ont rien compris à notre besoin, c'est pas du tout adapté. Alors, spectateur 62, il n'y a pas de son, ou c'est moi? Alors c'est vous, on va juste remettre dans le chat la partie audio. Hop. Voilà. En espérant que un maximum de participants puissent quand même entendre la partie audio. N'hésitez pas à faire signe si ceux qui ont l'audio ont une grosse coupure ou n'ont plus rien à l'écran. Donc finalement, le rejet de la faute, c'est merci en tout cas pour les feedbacks sur le son et sur la partie vidéo. C'est ces deux phases en amont, donc le déni et le rejet de la faute, qui vont à un moment donné, et on va le voir ensuite, amener une acceptation de cette nouvelle application. Donc vous voyez, on a un chemin qui va être finalement un détournement, qui pourrait être finalement très simple, hein, c'est passer du A au B, mais on voit que c'est pas si simple que ça dans cette acceptation. Alors vous l'aurez sans doute compris, cette situation sera d'autant plus difficile à faire passer si les deux phases précédentes, donc le déni et le rejet de la faute, se creusent amplement un fossé. Plus le déni sera profond, ou plus le rejet de la faute sera long et en tout cas ne sera pas levé comme frein, plus l'acceptation sera difficile, voire, dans certains cas, quasiment impossible. Et donc, c'est avec cette vue sur les réactions psychologiques que l'on peut finalement montrer l'importance de l'accompagnement au changement par des outils d'accompagnement notamment. Et il est nécessaire de créer cette passerelle qui facilite la transition avec un discours que l'on va nommer rassurant, avec des communications qui impliquent les collaborateurs, des éléments positifs qui montrent la simplicité et l'utilité de la nouvelle solution, notamment les gains engendrés dans le quotidien des collaborateurs, etc.
Et donc, c'est dans cette veine que l'ambassadeur va construire son dispositif, et donc son rôle est bien capital. Pour terminer, la formation que l'on dit traditionnelle ou opérationnelle, donc c'est vraiment monter en compétence avec un niveau d'expertise plus ou moins important, de mon sens, elle intervient uniquement si les personnes que l'on envoie en formation sont convaincues. D'ailleurs, on le constate assez rapidement, puisque c'est les personnes qui sont convaincues qui vont elles-mêmes faire les demandes pour aller encore plus loin avec des formations beaucoup plus poussées ou opérationnelles. Donc, voilà pour cette partie un peu introduction sur le change management et les principes généraux de l'accompagnement à la transition. Ce que l'on va voir également, c'est dans cette introduction, c'est ce qu'on appelle le gap. Alors le gap, on va voir que c'est hyper important de tenir compte de ce gap, mais avant, c'est comment on pourrait finalement définir ce gap ou qu'est-ce que ça peut signifier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un schéma représentant l'intensité de l'effort en ordonnée, et en abscisse, on va mettre le temps, donc c'est l'effort d'apprentissage dans le temps pour n'importe quel être humain finalement en situation d'apprentissage. Et pour n'importe quelle mesure de progression, il y a un niveau initial et il y a un niveau à atteindre qui dépend forcément du contenu assimilé. Et il peut être plus ou moins grand ou haut ce niveau à atteindre. Donc si je devais définir ce qu'est le gap de manière simplifiée, ce serait le volume de connaissances appréhendées entre le niveau initial et le niveau à atteindre. C'est un ressenti, donc ça peut être c'est souvent d'ailleurs très subjectif, mais c'est là où va intervenir la mission qui est importante de l'ambassadeur, c'est de transformer cette sensation désagréable de devoir apprendre beaucoup et rapidement, en proposant un cadencement des apprentissages qui sera accessible, donc ce sont les fameuses marches que je suis en train d'afficher, qui vont finalement faciliter à monter la pente, et le sentiment, donc le gap, sera un sentiment beaucoup plus agréable pour tout le monde, notamment pour les personnes qui vont apprendre. Voilà pour cette introduction, c'est très léger, hein, on n'est pas là pour faire un webinaire sur l'accompagnement ou au changement digital global. Hein. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, et ce qui va être important de faire au départ, c'est de définir ce qu'est un ambassadeur. Alors on va aborder ça par un ensemble de phrases clés, et donc voici finalement la vision qu'on peut avoir chez nous sur le sujet. Alors la première chose à comprendre, c'est que l'ambassadeur ne travaille pas seul à l'adoption des usages. C'est une brique importante dans une construction qui est beaucoup plus globale, et lui-même doit avoir des personnes pour l'accompagner dans sa mission et son rôle de représentation. Donc les personnes, ce sont l'équipe projet et toutes les personnes qui gravitent autour de sa fonction. Donc il n'est pas seul, il est inscrit dans un dispositif global. Deuxième chose, finalement c'est un véritable relais opérationnel. Il aide les collaborateurs de son périmètre à prendre en main des outils qui sont mis à disposition par l'employeur ou la structure qu'ils emploient. Alors, il transmet les consignes d'utilisation et les bonnes pratiques globales, donc c'est un sens de transmission, mais également il relève avec les équipes terrain les points d'amélioration ainsi que les souhaits des utilisateurs. Le relais, il est bien bilatéral, il est dans les deux sens. Comme on l'a vu également dans le schéma sur l'accompagnement au changement, l'ambassadeur, c'est aussi un facilitateur de l'adoption. Alors, si on parle de super pouvoir là, c'est de finalement convaincre par des faits pratiques, avec des formations ou des actions individuelles, des bénéfices de la solution. On l'a vu, convaincre et rassurer les utilisateurs, c'est le point important pour que le projet de transition et de conduite du changement soit réussi, notamment dans le digital. Donc sa position, elle n'est pas hiérarchique, et c'est ça qui aussi va faciliter l'accompagnement donc entre pairs finalement, pour transmettre les bons messages ou les bonnes pratiques en tout cas qui sont à mettre en place dans les équipes. Alors convaincre et rassurer sans connaître le sujet, c'est un peu compliqué. Donc pour ne pas rater finalement son projet de conduite du changement, c'est important que l'ambassadeur doit être chouchouté et doit être formé aux fonctionnalités de la solution. Mais également, c'est pas que sur la solution, il doit être formé sur ce qui est attendu finalement de lui. Donc il doit recevoir et créer des outils avec l'aide des autres personnes ressources à sa disposition, mais pour tout ça, il doit être formé. Enfin, donc lui-même, en tant qu'ambassadeur, il va avoir une casquette un peu transverse, hein, puisqu'on
on va faire en sorte que l'ambassadeur ait une approche, on va pas dire que c'est un pédagogue à 100%, même si ça peut être très très intéressant, mais il faut qu'il ait une approche pédagogique. Donc, il doit faire preuve de patience pour aider à la montée en compétence de n'importe quel collaborateur, donc y compris Madame Michu, qui n'est pas du tout une digital native, ce qui aujourd'hui veut plus dire grand-chose, mais on parle finalement d'un public qui peut être très hétéroclite dans les personnes accompagnées. Alors finalement, c'est quoi? C'est une passion pour le digital qui peut être mise en avant, et l'ambassadeur finalement possède le super pouvoir d'être curieux en se mettant à jour régulièrement sur les outils et les méthodes d'accompagnement. Et pour ça, il adopte une posture de conseiller, formateur ou encore expert de la solution. Alors oui, pour répondre à la question, la présentation, alors elle sera pas directement mise à disposition, mais elle sera visible dans le replay. Donc, si je continue dans cette définition d'ambassadeur, alors j'étais un peu vite, encore une fois, dans un souci d'équité et de responsabilité, il est fortement conseillé d'écrire une fiche mission sur ce qui est attendu de l'ambassadeur, avec un périmètre bien défini. Parce qu'en effet, identifier qui tiendra ce rôle, c'est important de savoir quel sera ce rôle. Si vous donnez à un acteur un rôle, mais que vous ne donnez pas finalement son script, il ne saura pas quel sera exactement son rôle. Donc, si on fait le parallèle avec l'ambassadeur, si vous demandez à un ambassadeur de concevoir un programme de coaching, la question, à un moment donné, c'est de savoir est-ce qu'il savait qu'il allait avoir cette tâche, et surtout est-ce qu'il est capable de la faire. Donc, dans l'identification, ça va être très important. Donc, vous l'aurez, vous l'aurez compris, pour aborder les rôles et missions de l'ambassadeur, il est important de définir avec l'équipe projet finalement quels seront les besoins. Donc, écrire la fiche mission, ou en tout cas aborder les super pouvoirs prioritaires dont vous avez besoin. Ça va être très important pour pouvoir identifier ces ambassadeurs. Et donc parmi les pistes de super pouvoirs que l'on a pu identifier grâce à notre expérience dans l'accompagnement des ambassadeurs, on en a une liste qui est non exhaustive, mais qui permet de vous aider finalement à identifier ces personnes clés. Alors, la première finalement, ce serait quelqu'un qui soit capable de communiquer, d'informer, notamment sur un rétro-planning, et les échéances clés pour les collaborateurs. Rien de plus frustrant que d'avoir juste l'information qu'on va nous changer d'outil, sans savoir quand, est-ce qu'il y a des actions qui sont attendues de ma part, etc. Donc l'ambassadeur, ça peut être un de ses rôles, d'aider à communiquer, informer sur un rétro-planning. Alors, concevoir, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas participer à la conception des sessions, en faisant preuve d'expertise, de pédagogie, pour favoriser la transition ou la transmission des connaissances. Donc c'est des formats, coaching, formation, atelier, etc. Ce qu'on peut attendre aussi d'un ambassadeur, en termes de super pouvoir, c'est organiser, animer des événements thématiques. Alors, on parle souvent de bonnes pratiques. Ça peut être des thématiques logicielles si c'est une solution un peu globale avec différentes applications. Ça peut être un atelier ou un événement sur tel logiciel, et puis une semaine après sur un autre logiciel. Mais l'organisation et l'animation de ces events, ça peut faire l'objet d'une des casquettes de l'ambassadeur. Alors on va pas faire les exhaustives, je vous disais, on en a quelques-unes encore. Organiser, réaliser des supports usages, donc avec une bonne connaissance des outils, ils peuvent proposer d'assister les utilisateurs en cas de besoin qui peuvent être bloquants dans leur quotidien. On pense à la partie messagerie, on a besoin de délégation, de partage de calendrier, etc. Ça peut être créer un support qui les aide, les utilisateurs, à mettre en place une délégation, un partage. Alors, on va aller un peu plus vite là, mais réaliser des permanences d'information, de support, mais également du coaching en allant de bureau à bureau. Reporter les besoins et transmettre les bonnes pratiques, ça va être intéressant de formaliser les besoins en formation, mais les contraintes métiers également, ou les attentes tout simplement particulières des équipes. Ce qui est intéressant également, c'est de pouvoir animer une communauté sur un outil dit social, qu'il s'agisse d'un intranet ou d'un réseau social d'entreprise. Puis enfin, créer des contenus
sans pour autant le faire seul. Ça peut être avec l'aide d'une équipe multimédia graphique pour créer des contenus vidéo, des contenus usage, des contenus teasing pour favoriser l'adoption. Donc, si je vais conclure cette présentation sur les rôles et missions, il y a finalement un panel de super pouvoirs qui seront à trouver auprès des ambassadeurs. Mais il faut être réaliste, hein, un mouton à 5 pattes, c'est toujours difficile à trouver dans la vraie vie. Hein. Donc, l'idée, c'est que pour optimiser l'efficacité de l'équipe d'ambassadeurs, soit vous pouvez mixer finalement plusieurs profils complémentaires, avec des personnes qui sont assez techniques, d'autres qui sont plus pédagogues, et mixer tout ça, pour avoir une équipe d'ambassadeurs avec différents profils. Ou alors, vous pouvez avoir un pool d'ambassadeurs un peu plus homogène, mais ajouter dans ce pool de ressources d'autres métiers pour aider ces ambassadeurs dans leur mission. Donc, ça va être des graphistes, ça va être des personnes du service communication, ça peut être des personnes qui sont plutôt liées au support technique pour soutenir également cette équipe d'ambassadeurs. Donc, voilà pour les rôles et missions. Je l'ai pas dit au début, mais on va prévoir un petit temps de questions-réponses, notamment par le chat. Puis on verra si on a le temps de répondre à toutes. Et si on n'a pas le temps, on mettra en place un article de blog qui permettra d'aborder les réponses qu'on n'aura pas eu le temps de réaliser. Je propose maintenant d'aborder les outils. Hop. Donc les outils, et on va se le dire dès maintenant, il n'existe pas de pack clé en main, on peut appeler ça comme ça, hein, pour outiller les ambassadeurs. Hein. L'idée, c'est quand même de tenir compte de la singularité ou le contexte des entreprises, qui peut inclure les valeurs humaines, une politique spécifique de confidentialité sur les applications. Et donc pour ça, chaque société faisant appel à ces super-héros auront besoin d'une phase d'analyse. Et c'est principalement à l'issue de cette phase que la mise en place des outils répondront de manière très pertinente à ce contexte ou à un niveau à atteindre et peut-être également à des moyens financiers ou matériels à mettre en œuvre. Et tout ça dépendra finalement de cette analyse. Alors, pareil, je pense que les listes, c'est pas toujours le plus intéressant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de catégoriser les outils. C'est pas simple, hein, mais si je devais le faire, voilà ce que je proposerais. Alors, on va parler du plus classique finalement. Ce seront les supports d'information. Alors, il peut s'agir de supports papier, de supports numériques, donc les flyers, ça peut être des documents numériques en PDF, des vidéos, ou encore des goodies, parce que c'est intéressant de pouvoir justement avoir une représentation matérielle pour laisser une trace dans la tête des collaborateurs sur ce projet pour qu'ils soient impliqués, mais également avoir une trace sur le bureau. Donc c'est toujours sympa de mettre en place ce type de support. Finalement, tout ça, c'est une représentation visuelle du projet et elle peut se faire en amont, et c'est intéressant et important qu'elle se fasse en amont, et pendant les phases importantes du projet. Alors, ensuite, dans les types d'outils, on va retrouver les très attendues formations. Alors, elles peuvent être distancielles, présentielles, mais tout ça répond à finalement un dicton qu'on entend régulièrement qui dit « l'inconnu peut nous faire peur », et nous fait peur d'ailleurs. Donc, découvrir une solution digitale qui nous est imposée sans formation, c'est avoir un risque d'avoir ce gap qui soit trop important, hein, c'est pour ça que j'ai parlé du gap tout à l'heure, la sensation de devoir apprendre beaucoup et de pas en plus avoir les outils pour nous aider à apprendre, ça va être très compliqué. Donc le but de la formation dans cette phase de transition, c'est de minimiser ce sentiment d'inconnu et donc de limiter la sensation de peur. Alors, hop, j'en ai encore deux. Troisième catégorie finalement, c'est l'humain. Et c'est bizarre dit comme ça en termes d'outils, hein, mais finalement, l'apport humain, c'est souvent le vecteur le plus rassurant. Alors, cet apport peut être réalisé par un support, par exemple, usage physique comme par téléphone. Ça peut être des stands ou des permanences qui sont ouvertes à toutes et à tous pour répondre à un certain nombre de questions, pour manipuler sur les applications et la solution déployée. Ça peut être également du coaching personnalisé en passant bureau par bureau ou encore des ateliers thématiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, autour de bonnes pratiques.
Alors, dans certaines sociétés, des ambassadeurs ont mis en place des Genius Bar ou des Genius Day, qui sont des journées ou des endroits, ça peut être des lieux ou des périodes, sur lesquels les ambassadeurs ou l'équipe projet se tient à disposition des collaborateurs pour les aider, les accompagner à prendre en main la solution autour d'un café avec des petits fours. Ou après la méthode dans l'entreprise, c'est ce qui va permettre de toucher un maximum de monde. Si c'est une société qui n'a pas l'habitude de mettre les petits plats dans les grands, comme on dit, ou les grands plats dans les petits, c'est peut-être quelque chose qui va être un peu disruptif et ça peut choquer un petit peu. Donc, faut faire attention à ça et c'est pour ça que les outils vont être adaptés au contexte. Puis enfin, dans les outils, un conteneur, ça me semble indispensable pour centraliser un maximum de documents, d'informations, les vidéos pratiques dont on a pu parler dans les supports, les guides pratiques, voire même centraliser les sollicitations vers l'ambassadeur. Le conteneur, une plateforme par exemple, pourrait très bien gérer et centraliser les demandes de support usage, ou bien les rendez-vous, ou encore représenter une boîte à idées pour que l'ensemble des collaborateurs touchés par ce changement puissent aussi s'exprimer sur leurs besoins pour faire évoluer la manière dont ils seront accompagnés par l'ambassadeur. Donc tous ces outils sont vraiment au service de l'ambassadeur pour que leur mission soit la plus efficace possible finalement. Donc comme vous le voyez, très difficile de faire une liste exhaustive des outils utilisables ou mis à disposition par les ambassadeurs. Forcément, si on parle de super pouvoir, ce sera peut-être nécessaire de voir comment l'ambassadeur va pouvoir imaginer rendre l'adoption efficace avec l'analyse des besoins, les préconisations et effectivement contribuer à préparer et réaliser un certain nombre de ces outils, puisque, on vient de le voir, tout n'est pas clé en main. Ce serait une aberration de partir systématiquement sur du clé en main. Alors, hop. Finalement, j'étais un petit peu vite, mais bon, c'est pas très grave. Ça sera peut-être un peu plus de temps pour les questions. Alors, pour terminer ce webinaire, je dirais simplement que nous devons être attentifs à la place de l'ambassadeur. De par sa place finalement stratégique dans la conduite du changement, il faut absolument chouchouter cet acteur clé. Et ça nécessite donc une dose importante de réflexion dès la phase de build du projet. Alors, sans forcément être expert de la méthode de projet, mais dès la construction du projet de déploiement, donc qui concerne un peu la technique, et principalement la technique, c'est important de les inclure assez rapidement, donc de les identifier avant, pour rendre leurs actions encore plus efficaces. Peut-être que vous avez l'occasion dans certaines sociétés de poser des questions qui vous préoccupent, et avoir en face une personne qui vous répond en disant je sais pas trop, je suis pas trop courant, etc., c'est pas rassurant. Donc forcément, les impliquer au plus tôt, c'est important pour qu'ils aient un maximum d'informations à transmettre auprès des collaborateurs. Alors, ces super pouvoirs ne sont pas forcément tous développés dès le départ, donc c'est important de les accompagner à prendre leur place et à prendre conscience de leur importance, donc en développant leurs compétences par des formations dédiées. On en parlera un petit peu à la fin. En voyant comment les aider également, parce que organiser par exemple dans une entreprise un événement avec des stands, avec toute une communication digitale, mais également des kakémonos ou des affichages, un ambassadeur par défaut n'aura pas forcément toutes ses compétences. Alors, quand je vais mal exprimer, un ambassadeur n'aura pas forcément par défaut toutes ses compétences. Voilà, c'est la bonne formulation. Donc, il faudra les accompagner à développer justement ces compétences et faire en sorte qu'ils arrivent à trouver leur place et prendre conscience qu'ils sont très importants. Ensuite, dans la méthodologie de conduite du changement, qui est notamment liée à la certification que l'on appelle ProSci, l'ambassadeur, c'est un relais important de l'équipe projet. Alors, pour communiquer auprès des collaborateurs, on l'a vu tout à l'heure, mais également sniffer les besoins des équipes terrain. Si l'ambassadeur est identifié comme on va pas appeler ça comme ça, c'est peut-être péjoratif, mais un chien de garde de l'équipe projet, la pertinence ou sa position ou sa crédibilité sera remise en cause. Donc c'est important que le relais soit vraiment dans les deux sens
pour garantir une meilleure réussite de sa mission. Puis enfin, l'identification des ambassadeurs, on l'a vu, ainsi que l'outillage à mettre en place, va dépendre étroitement de la structure, d'où une personnalisation qui sera indispensable pour garantir l'efficacité de ces actions également. Dans des sociétés où le digital, c'est quelque chose qui est dans les balbutiements, si un ambassadeur utilise des outils multiples, digitaux, numériques, pour essayer de toucher les personnes qui sont réfractaires ou qui sont en tout cas dubitatifs sur la nouvelle solution, ça aura aucun poids. Parce qu'ils vont dire c'est encore autre chose, quelque chose en plus qui va alourdir le système et leur niveau de compréhension, alors que l'objectif c'est de comprendre l'intérêt de la solution qui a été déployée, la fameuse solution B. Donc forcément la personnalisation va être importante. Alors il y a une petite question, combien d'ambassadeurs pour 100 collaborateurs? Alors c'est vrai que j'avais pas prévu de l'aborder, mais c'est une très bonne question. L'ambassadeur, c'est pas une personne qui va avoir un rôle qu'on appelle ça, lié à un volume. Alors, il peut y avoir des statistiques, il peut y avoir des estimations par rapport à la charge que cette personne aura, pour dire effectivement un nombre de collaborateurs doit être limité pour éviter de trop charger un ambassadeur. Selon la mission et le rôle qu'il va tenir dans le projet de conduite du changement, l'ambassadeur n'aura peut-être pas besoin de former à 100% tous les collaborateurs. Ce qui veut dire que dans ce cas de figure, il pourrait très bien y avoir un ambassadeur pour une BU de 400, 500 personnes. À l'inverse, si vous mettez en place un ambassadeur qui va avoir un rôle de proximité encore plus poussé que sur d'autres entreprises, 100 collaborateurs, ça me paraît presque beaucoup. Donc vous voyez, ça fait un peu normand comme réponse, mais désolé pour les normands, mais il y a pas de réponse toute faite. C'est une analyse des besoins qui va définir la mise en place de l'ambassadeur, donc les prérequis, compétences et connaissances. Mais ça va également déterminer les outils qui vont être mis en place, et également le périmètre de l'ambassadeur. Donc spectateur 6, il n'y a pas de prénom. Spectateur 6, finalement, combien d'ambassadeurs pour 100 collaborateurs? Il n'y a pas de réponse toute faite. J'ai fait un peu de pub, de toute façon, je suis un peu là pour ça, même si c'est pas mon but au départ. Mais n'hésitez pas à prendre contact sur la plateforme avec nous, pour qu'on puisse discuter justement et analyser ou faire une pré-analyse de la situation sur laquelle vous avez identifié un besoin d'ambassadeur, et on vous aidera à apporter cette réponse-là, et elle sera beaucoup plus pertinente qu'une réponse toute faite. Hop. Alors, là, on était sur une conclusion sur la place et les pouvoirs qui seront attendus pour l'ambassadeur. Tout ce que l'on vient de dire, pour vraiment conclure ce webinaire, ce qui est préconisé en termes de formation, c'est une formation sur site. On pourrait envisager des formations à distance avec des modalités finalement qui sont retravaillées, mais comme on disait tout à l'heure, chouchouter des collaborateurs du type ambassadeur, c'est important d'avoir cet aspect humain qui soit très présent. Donc, on préconise plutôt une formation sur site avec des groupes d'une dizaine de personnes. Beaucoup plus, ça devient une usine ambassadeur, et je pense qu'on perd l'interactivité avec le formateur, mais également avec les ambassadeurs en termes de questions, de personnalisation du parcours justement. Et sur la plateforme du MOOC, par laquelle vous êtes passé pour pouvoir vous connecter, vous pouvez découvrir une partie du plan de formation qui est proposé, puisque vous avez 3 cours qui sont découpés, qui sont avec un plan de cours, avec une description. Et dans tous les cas, en fait, nous sommes joignables via la page de contact pour en savoir plus sur ce parcours de formation donc des ambassadeurs. Maintenant, alors via le chat, je vous propose de prendre un temps pour répondre aux questions. Et comme je disais tout à l'heure, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, un article de blog sera publié avec les questions et les réponses qu'on n'aura pas pu aborder. Noémie l'a confirmé. Alors, Noémie a confirmé qu'il y aura le replay par contre.
à partir de la semaine prochaine. Alors Nadine doit nous quitter. Bon courage, bonne journée, bon week-end. Maëva, pourra-t-on récupérer l'enregistrement du webinaire? Donc oui. En tout cas, vous pourrez le consulter à nouveau sur la plateforme du MOOC. Sur la droite, vous avez en dessous de la rubrique d'inscription, vous aurez le webinaire. Alors, comment convaincre des ambassadeurs désignés? Alors, désolé Annie, je vais refuser votre demande de présentation. Par défaut et non profilé, discours, formation avancée, valorisation. Alors, l'idée de convaincre des ambassadeurs désignés, c'est un peu antinomique. Alors, je suis pas très fort dans les figures de style françaises. C'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, ça me paraît peu probable d'arriver à convaincre des personnes que l'on a entre guillemets forcées sans avoir sollicité un peu leur avis. Alors ça a peut-être été fait comme ça. Hein, je dis pas que vous avez fait en mode dictateur, mais le fait de les convaincre après les avoir désignés, ça va être beaucoup plus complexe. Alors, il existe des outils qui permettent d'aider à les convaincre. La première outil, c'est une méthode de fonctionnement qui soit participatif. Le mode participatif, on sait que c'est quelque chose qui permet de construire, voire de co-construire quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être sa fiche mission. Le fait de les désigner, c'est une chose, mais le fait de leur imposer en plus quelles seront les actions qu'ils vont devoir mener, c'est très compliqué. Donc le fait de les avoir désignés, c'est peut-être leur proposer de se rassembler dans un petit séminaire qui peut être plus ou moins long, mais en les chouchoutant avec un peu de convivialité, ça peut être avec un resto, ça peut être avec ni plus ni moins des petits gâteaux, etc. Mais c'est les solliciter pour qu'ils participent activement à ce qu'ils ont envie de faire en tant qu'ambassadeurs et comment ils veulent faire. C'est-à-dire que cet aspect-là va être aussi abordé au niveau des outils et des moyens. Ils vont peut-être vous relever également des problématiques ou des contraintes. Ça peut être des contraintes de temps. Ils vont dire j'étais désigné ambassadeur, mais voilà, dans mon planning j'ai pas le temps. Donc c'est ces échanges et cette participation qui va les aider aussi à dire ok, je suis rassuré, on va pas me demander la lune et en plus on va me donner les moyens pour le faire. Vous voyez. Après, en termes de discours, c'est peut-être à discuter avec l'équipe projet également, dont vous faites sans doute partie, hein, mais également, on est prêt, nous, à vous donner un coup de main pour justement vous aider à identifier, mais aussi à obtenir ou à créer ce discours auprès des ambassadeurs. Et là, je rebondis un peu avec ma réponse de Normand. Il n'y a pas de discours tout fait, malheureusement. Et en termes de valorisation, ça peut être effectivement quelque chose de soit financier, mais ça peut être on peut utiliser les leviers de motivation comme dans un management traditionnel. Hein. Les leviers de motivation, ça peut être la reconnaissance, ça peut être le côté social, de dire je vais rencontrer des gens, je vais pouvoir mettre en avant des compétences digitales aussi, parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils n'osaient pas faire avant, et ce projet de transition peut être l'occasion ou jamais de valoriser ces compétences digitales. Ça peut être financier, ça peut être tout simplement en termes de responsabilité, et tous ces leviers de motivation, il va falloir les identifier avec eux. Donc on a un petit peu dépassé finalement, même si on a commencé en retard. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vais essayer de voir les questions pour voir si elles sont. En général, ce sont les managers de la volonté de la direction. Alors c'est vrai que pour l'avoir vécu et entendu, c'est les managers ont un rôle clé dans les projets de transition. Ce qui me gêne, c'est que le manager ou les managers, ils ont une position hiérarchique face aux personnes de leurs équipes, forcément. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le rôle de l'ambassadeur, et c'est ce que j'essaie de présenter dans ce webinaire, s'il a un rôle managérial, on va dire la crédibilité, ou en tout cas le rôle de l'ambassadeur sera un peu erroné, puisque la vision des collaborateurs, ce sera mais qu'ils soient ambassadeurs ou managers, quel que soit son nom, c'est le chef, et s'il me demande de faire quelque chose, c'est avec son pouvoir hiérarchique.
même si ça n'a pas été dit comme ça. Et le fait d'avoir des ambassadeurs qui soient des pairs, ça engendre déjà une meilleure confiance, même si les collaborateurs peuvent avoir confiance en leur manager, mais ils sont pas là pour représenter unilatéralement justement leur direction. Ils sont là pour transmettre des consignes, des bonnes pratiques, mais ils sont là aussi pour remonter, même si j'aime pas trop ce mot, les contraintes métiers, les besoins en formation avancée, parce que j'ai vu qu'il y a une question sur ce sujet. Ça peut être également sur les freins qui ont été détectés par les équipes. Chose qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de transmettre à leur manager en se disant, le manager, il représente la direction ou il représente la hiérarchie. Voilà. Alors que l'ambassadeur entre pairs, ça favorise ces échanges un peu plus. Comment fait-on pour essayer de ne faire trop de pub? Comment entrer en contact avec eux? Alors, je propose, je suis désolé pour ceux qui ont des engagements, je vous invite à faire ce que vous avez à faire. Je vais essayer de répondre très brièvement et on essaiera de compléter à l'écrit dans l'article la question comment doit-on solliciter sans faire trop une pub? Comment entrer en contact avec eux? Là, pour le coup, c'est important de solliciter les managers. Puisque les personnes qui sont censées quand même avoir une vision sur les compétences et sur les motivations de leurs équipes, ça reste quand même les managers. C'est pour ça que ça reste des personnes clés dans les projets de conduite du changement. Le fait que le manager justement en plus aille voir nominativement les personnes qui pensaient proposer en termes de candidats ou en tout cas en termes d'ambassadeurs, c'est aussi un outil managérial pour dire j'ai vu que tu étais très à l'aise avec les outils, j'ai vu que tu étais très patient avec tes collègues pour expliquer comment fonctionne telle ou telle chose. On est en train de mettre en place un projet de conduite du changement lié à la solution Office 365 ou autre chose. Je pensais te proposer. Et l'idée, c'est que le manager, du coup, échange avec ces personnes pour ensuite construire un ensemble de candidats potentiels ou un vivier et transmettre à l'équipe projet. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très, non pas pyramidal, mais c'est très transverse puisque l'équipe projet va travailler avec les managers et les ambassadeurs, pas au même niveau, on va pas appeler ça hiérarchique, mais dans un but commun qui est de faciliter la mise en place de ce nouvel outil. J'ai beaucoup dépassé. Je vous invite à aller voir sur la plateforme les cours proposés. N'hésitez pas à nous contacter par la page de contact. Merci à toutes et à tous de votre présence à ce webinaire. Ça montre également qu'il y a un intérêt à comprendre ou en tout cas à mettre en place cette fonction clé ambassadeur. Et on aura peut-être l'occasion d'échanger ultérieurement sur une autre session ou bien sur un projet en particulier. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon apéro et un bon appétit et un bon week-end bien en avance peut-être. Merci à vous.